Dans cette vidéo, nous allons faire les lois de Newton. Alors, la vidéo précédente, on a défini la quantité de mouvement. Et on a vu que lorsqu'on a un système isolé, sa quantité de mouvement est constante. Ou bien, lorsque la particule est libre, cela veut dire aussi que sa quantité de mouvement est constante. Donc, elle a un mouvement uniforme. Et vice-versa. Si la vitesse d'une particule ou bien d'un point matériel est constante, ça veut dire que la particule est libre. D'accord? Maintenant, nous allons faire les lois de Newton. Pourquoi les lois de Newton? Parce qu'on va généraliser ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le fait que la particule soit libre lorsqu'elle ne subit pas l'effet de son environnement. Nous allons traduire justement l'effet de l'environnement sur la particule. Alors, la première loi de Newton, qui est dite la loi d'inertie, qu'est-ce qu'elle dit? Exactement ce qu'on vient de voir, c'est que lorsque le point matériel, ou bien la particule, est libre, c'est-à-dire ne subit aucune interaction, alors sa quantité de mouvement est conservée, ou bien constante. D'accord? Alors, la première loi de Newton, ou bien la loi d'inertie, est très utile en physique. Pourquoi? Parce qu'on va la généraliser pour les systèmes isolés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous avez un système isolé qui ne subit pas l'effet de son environnement, c'est-à-dire il n'y a aucune interaction qui interagisse sur lui, cela veut dire que sa quantité de mouvement est conservée. D'accord? Maintenant, l'importance de cette loi de Newton, on peut aussi la voir lorsque... Donc, elle permet de définir la force F égale dP sur dt. Et l'unité, c'est les newtons. Donc, la force est une notion purement mathématique, mais qu'est-ce qu'elle traduit réellement, physiquement? Elle traduit l'interaction que subit la particule. Donc, la force F égale la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. On peut développer, donc ce sera d sur dt de m fois v. Je peux l'écrire aussi, d de m sur dt fois v plus m dv sur dt. Et je peux remplacer dv sur dt par a. Donc voici la définition de la force. La deuxième loi de Newton aussi nous permet de définir la relation fondamentale de la dynamique. Alors, maintenant on va généraliser, comme vous savez, une particule ne subit pas une seule force, elle peut subir une, deux, trois ou plusieurs forces. Donc, elle va subir une résultante. Alors, la relation fondamentale de la dynamique, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, on va généraliser la deuxième loi de Newton. Donc, on va définir la relation fondamentale de la dynamique. Qu'est-ce qu'elle dit cette relation? Elle dit que somme des forces, c'est-à-dire toutes les forces qui s'appliquent sur la particule, T est égal à F1 plus F2 plus toutes les forces qui s'exercent sur la particule est égal à dP sur dt. D'accord? Est égal à dm sur dt fois v plus m dv sur dt qui est égal à a, m fois a. Donc ça, c'est la relation fondamentale de la dynamique. Je préfère faire l'abrégé RFD. Maintenant, si la masse est constante, si m est constante, alors qu'est-ce qu'on a? On a le principe fondamental de la dynamique, d'accord?
de la dynamique. Pourquoi on considère que m égale constante? Parce que généralement, hein, les objets, d'une manière générale, mais qui n'est pas souvent le cas, ont une masse constante. Donc on considère des points matériels dont la masse est constante. Alors somme des forces, c'est-à-dire la force qui s'exerce sur la particule, est égale à m fois a. Donc ça, c'est le PFD. Alors, souvent, on me pose la question, quelle est la différence entre le RFD et le PFD? Eh bien, faites très attention. Tous les objets n'ont pas une masse constante. Par exemple, si je considère un avion, lorsqu'il fait entre Alger et Oran, l'avion n'a pas une masse constante, parce que généralement, le kérosène représente 30%. Hein, il y a certains avions où la quantité du kérosène représente 30% de la masse. Donc, lorsque l'avion démarre d'Alger, par exemple, il fait, je donne un exemple, hein, il fait à peu près 1000 tonnes, d'accord? Si la masse du kérosène est de 30%, ça veut dire lorsqu'il arrive à Oran, il va arriver avec 700 tonnes. Donc on a perdu 300 tonnes hein, au cours du déplacement. Ce qui fait que l'avion n'obéit pas au PFD, mais il obéit à la RFD. Donc il faut trouver la relation entre la perte de masse en fonction du temps hein, pour pouvoir l'injecter dans la relation fondamentale de la dynamique. D'accord? Donc j'insiste, c'est très important ce point, même si vous avez un morceau de glace. Lorsque vous avez un morceau de glace, par exemple, si vous prenez les calottes, hein, glaciaires, c'est-à-dire un iceberg par exemple, lorsqu'il est en déplacement dans les océans, vous savez que les océans chauffent, hein, donc il y a un effet de température, et le glacier, lorsqu'il est en mouvement, il est en train de perdre de sa masse, d'accord? Il est très difficile justement de prédire le mouvement des glaciers. C'est pour ça que les bateaux, ils font très attention lorsqu'ils se déplacent dans le pôle Nord ou bien dans le pôle Sud. Donc voilà, je voulais insister sur ça. Le mouvement des objets qui ont des masses qui varient dans le temps n'est pas décrit par le PFD, mais il est décrit par la RFD. Donc il faut absolument trouver une relation entre la masse et le temps, c'est-à-dire la variation de votre masse dans le temps. Deux particules qui forment un système isolé. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? La quantité de mouvement de ce système est constante. Donc vous avez P1 plus P2 égale constante. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Dérivons par rapport au temps. Alors, on a dp1 sur dt plus dp2 sur dt égale à 0. Ce qui veut dire que vous avez dp1 sur dt égale moins dp2 sur dt. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire, monsieur? dp1, c'est quoi? C'est la force qui agit sur la particule 1, qui est égale à moins la force qui agit sur la deuxième particule. Alors, du moment qu'on a un système formé de deux particules, ça veut dire que la force qui agit sur d'où elle vient de la deuxième particule. D'accord? Donc, c'est une interaction entre la première et la deuxième particule. Maintenant, regardons de l'autre côté. La force F2, elle est due à quoi? Elle est due à la présence de la première particule. Donc, 2, elle va subir la force provenant de 1. Donc, c'est une interaction entre la deuxième particule et la première particule. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque deux particules, une agit sur l'autre, l'autre réagit de la même manière. Donc, c'est ça le principe de l'action et de la réaction. Et la somme des deux forces est égale à 0. C'est-à-dire les forces qui s'appliquent sur les deux particules, le résultant est toujours égal à 0. Et c'est des forces de même nature. Faites très attention, de même nature. D'accord? C'est le principe de l'action et de la réaction. Dans cette vidéo, nous allons définir les forces qu'on va utiliser souvent dans la vie courante.
Alors, commençons par la première force que tout le monde connaît, mais qui n'arrive pas, c'est-à-dire on n'arrive pas un peu à la voir. C'est simple. Lorsque vous prenez un objet et vous le jetez en l'air, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet objet est toujours attiré vers la Terre. Alors, la force qui s'applique sur cet objet est dit le poids. D'accord? Donc, si vous avez une masse M, hein, toujours, et ça c'est le sol, d'accord? Alors, toujours la masse M subit une force qui est perpendiculaire au sol, donc je répète, toujours perpendiculaire au sol, et qui est dite le poids P. Donc, P égale M fois G. Alors, c'est quoi G? G, c'est l'accélération de la pesanteur. D'accord? De la pesanteur. Ou bien la gravitation terrestre. Donc, le poids est une force fondamentale qui s'applique sur tout objet qui est au voisinage de la surface de la Terre. La deuxième force qu'on va définir est la force de gravitation universelle. Alors, la force de gravitation universelle, c'est la loi généralisée du poids, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors, cette force, elle s'applique toujours entre deux masses. M1 et M2 est distante de R. Alors, ici j'ai la masse M1, ici j'ai la masse M2. Alors, si la distance entre M1 et M2 c'est R, hein, je pourrais l'appeler R12 si vous voulez. Hein. L'expression du module de la force de gravitation universelle, F, est donnée par G M1 M2 sur R1 au carré, au module. C'est une force attractive. Si je veux représenter la force de rotation universelle en vecteur, tout simplement, je me mets soit sur M1, soit sur M2. Donc je pourrais écrire que Fg. Maintenant, si je me mets sur 1, je pourrais l'écrire comme étant G, M1, M2 sur R12 fois U1. Maintenant, si je me mets sur la deuxième particule, donc ce sera G, M1, M2 sur R12 au carré fois U2. Et vous remarquez que est égal à moins F, G, 1. D'accord? Donc le module, c'est le même. Et vous voyez que ces deux forces obéissent parfaitement au principe de l'action et de la réaction. Le troisième type de force que nous allons définir est la force élastique. La force élastique, elle est définie par rapport à un ressort. Donc vous avez un ressort de longueur L0 au repos. Maintenant, si vous placez une masse, M, à ce ressort, et que vous la tirez vers la droite, donc supposons que là c'est l'axe des X, si je déplace la masse dans ce sens, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la masse, elle va se retrouver ici, et on aura un étalement, ou bien le ressort, il va s'étirer de delta X. D'accord? À ce moment-là, si on enlève la main, eh bien le ressort, il va attirer la masse à gauche. Et à ce moment-là, cette force est une force de rappel. D'accord? Cette force de rappel, c'est une force élastique que je peux définir. F élastique est égal, donc voilà, je la définis, hein, qui est là. F élastique, elle est toujours dans le sens contraire de l'étirement. Égale moins K delta X. Ou bien
moins K delta N, d'une manière générale. Et delta X ou delta L, c'est toujours, le delta L en module, c'est L moins L0. C'est l'élongation moins la longueur du ressort à vide. Et maintenant, si vous comprimez vers la gauche, vous aurez toujours la même chose. La force élastique, elle sera dans le sens opposé de la compression. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La force élastique est toujours opposée à l'étirement et à la compression, même si on le comprime. C'est toujours dans le sens opposé. Donc voilà la définition de la force élastique. Un autre type de force qui existe, c'est la tension d'un fil. Seulement, il y a une condition sur le fil. Le fil est considéré comme inextensible et de masse négligeable. D'accord? Donc voici le fil. À ce moment-là, si vous le tirez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tension est toujours la même si je vais itérer dans ce sens. D'accord? Donc la tension est toujours la même, quel que soit le point du fil. Donc vous avez T est égal, en module, pardon, une constante. Donc faites très attention. La tension d'un fil, elle est constante le long du fil, ou bien quel que soit le point du fil, en module. Donc faites très attention en module. Pourquoi? Parce que je vais prendre l'exemple suivant. J'ai une poulie de masse négligeable et j'ai un fil ici. D'accord? Alors, si je mets une masse, ici par exemple, j'ai une tension, que je crée une tension ici sous l'effet du poids, je vais créer une tension ici. T. D'accord? Si je l'attache par là, je vais obtenir aussi une tension, d'accord, qui est comme ça. T'. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que T et T' n'ont pas la même direction, mais T est égal à T', en module. D'accord? En module. Donc, si la poulie est de masse négligeable, d'accord, ici la masse de la poulie est égale à 0, alors la tension du fil est toujours la même de part et d'autre de la poulie. D'accord? En module, mais pas en direction. Vous voyez ici, T et T' en deux directions opposées. Le dernier type de force que nous allons faire est les forces de contact. Alors, nous allons considérer uniquement le cas solide, nous n'allons pas voir le cas fluide. D'accord? Alors, je considère un objet solide en contact avec le sol. Donc ça, c'est le sol. D'accord? La force qui s'applique sur l'objet, d'abord, on a le poids. Maintenant, puisque le sol est rigide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le poids est compensé par une force normale que je vais appeler N. D'accord? À ce moment-là, P plus N égale à 0. Il n'y a pas de mouvement le long de l'axe perpendiculaire au sol. Ensuite, je vais appliquer une force dans ce sens. FA, c'est une force appliquée.
Et le contact entre le sol et l'objet n'est pas lisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rugueux. Ça veut dire que hein, l'objet ne peut pas bouger dès que j'applique la force FA. D'accord? Donc, je considère que ce contact est rugueux. Hein, ça veut dire qu'il y a des frottements hein, qui empêchent que l'objet bouge. Alors, on va augmenter la force FA. On augmente, jusqu'à ce qu'on ait mouvement. Alors, la force FA est compensée par une autre force qui est opposée au mouvement, qui est F. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a F appliqué plus FF égale à 0. D'accord? Parce que je suis toujours dans le cas statique, pas de mouvement. D'accord? Alors, comment expliquer FF et N? Tout simplement, la force N, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une force de cohésion. Elle empêche le corps de pénétrer dans le sol. D'accord? Donc la force N est la force de contact normale. Donc on va définir N. N, force de contact normale. Commençons par la force de contact normale, N. N est dite force de contact normale au contact. D'accord? Et FF est la force de contact horizontal au contact. Alors, la force F est toujours opposée au mouvement. Maintenant, je peux définir la force de contact qui est égale à la force normale plus la force horizontale. Alors, la force normale, elle exprime la cohésion. Et la force F, elle exprime l'adhésion. D'accord? Donc, c'est des phénomènes de cohésion et d'adhésion qui régissent l'existence des forces, la force de contact normale et la force de contact de frottement. D'accord? De frottement. Et ça, c'est la force normale. Maintenant, si je reproduis mon schéma, on peut dire que la force de contact est la résultante T2, C. Dans certains livres, la force de contact normale, c'est la force perpendiculaire, et la force de frottement, c'est la force parallèle. Bien sûr, il existe une relation entre la force de contact normale et la force de contact de frottement. Cette relation, tout simplement, est donnée par le coefficient de frottement qui est égal à le module de la force normale sur le module de la force de frottement. On a deux cas. Maintenant, si on est en mouvement, c'est mu S, qui est des statiques. Ça veut dire au repos. Maintenant, si vous êtes en mouvement, mu, c'est mu D, dynamique, ou bien dans certains livres, c'est mu G, glissement, est égal à, dans le cas dynamique. Le contact est caractérisé par, premièrement, le plan tangent de contact. D'accord?
par une force normale au plan tangent, une force horizontale au plan tangent, mais toujours opposée au mouvement, et par le coefficient qui est égal le rapport entre la force normale, les modules 1, et la force horizontale. Alors la force normale, c'est N, et la force horizontale, c'est FF, qui est la force de frottement. Et vous avez deux cas. Lorsque vous êtes en dynamique, c'est le coefficient de frottement dynamique, et lorsque vous êtes au repos ou bien en statique, c'est le coefficient de frottement statique, mu S. Donc vous avez mu S et mu D. D'accord? Ça, c'est le cas statique. Ça veut dire somme des forces égale à 0. Hein, et mu D, vous êtes dans le cas dynamique. D'accord? Vous êtes en mouvement. Donc voilà hein, ce qui explique l'existence, c'est-à-dire pourquoi les objets sont difficilement, on ne peut pas les pousser. D'accord? Parce que vous avez cette force de frottement. Et pourquoi on peut mettre les objets les uns sur les autres? Parce que vous avez la force normale. Alors, pour vous donner un exemple, lorsque vous êtes sur l'autoroute, vous remarquez que dans les routes hein, goudronnées, il y a des sillons. Pourquoi? Parce que les camions ne respectent pas le tonnage, c'est-à-dire ne respectent pas leur poids. Et lorsqu'ils dépassent leur poids, le goudron, il y a une rupture. Ça veut dire que vous n'avez plus un contact rigide à ce moment-là. Le goudron, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il flanchit et vous avez hein, des rayures sur la route. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire des applications simples pour qu'on puisse un peu comprendre comment déterminer les forces, comment les représenter et comment trouver les conditions pour faire bouger les corps. Alors, prenons le premier exemple. Donc, j'ai un ressort. Je vais attacher une masse M à ce ressort, un objet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer d'étirer le ressort tout en tirant sur la masse. Alors, la question, quelle est, c'est-à-dire la force appliquée minimale pour que le système reste toujours en équilibre? Donc, la question est simple. Quelle est la force FA minimale pour que le système reste toujours en mouvement? Ça veut dire que la force de rappel ne ramène pas le corps hein, à sa position d'équilibre. Alors, supposons que je suis à l'équilibre, donc j'applique une force FA à droite. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a le poids, toujours perpendiculaire au sol. D'accord? Ce sol est rugueux, donc il y a des contacts. Hein, donc les frottements ne sont pas négligeables. Là, le contact n'est pas lisse. J'ai la force normale et j'ai la force de frottement. Bien sûr, je représente tous les forces, je vais les représenter hein, au centre de gravité. Donc ça, c'est la force de frottement. En plus de la force de frottement, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le ressort, lui aussi, il freine le corps. Il ne laisse pas aller à droite. Donc, j'ai aussi la force de rappel. D'accord? Donc, la force FA, elle va compenser la force de frottement et la force élastique. Pardon, je vais l'appeler EL. D'accord? La force élastique FEL. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sur le plan tangent de contact, donc ça c'est le plan tangent de contact, c'est le PTC. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Si je fais les projections sur ces deux plans, donc ça c'est la direction X et ça c'est la direction Y. C'est un conseil que je vous donne. Lorsque vous avez affaire à des contacts, travaillez toujours dans le système d'axe qui est donné par le PTC, c'est-à-dire pour la force normale et pour la force horizontale. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a P plus N égale à 0, ce qui veut dire que N en module égale à P
en module est égal à M fois G. D'accord? Maintenant, sur l'axe horizontal, qu'est-ce qu'on a? On a FA plus FF, la force de frottement, plus la force élastique, égale à 0. Si on met les projections, qu'est-ce qu'on aura? FA est dans le sens positif, donc FA. La force de frottement est dans le sens opposé, donc moins FF. La force élastique aussi est dans le sens opposé, d'accord? Moins F élastique égale à 0. Donc la force appliquée, il faut qu'elle compense et la force de frottement et la force élastique. Donc, je remplace la force élastique, donc j'aurai le module, hein, n'oubliez pas, là on a fait les modules, donc FF plus K, l'élongation, delta L, d'accord? À ce moment-là, vous avez delta L qui est égal à FA moins FF sur la constante de raideur. Puisque la relation entre la force de frottement est égale à mu, je suis dans le cas statique, mu S fois N. D'accord? Je remplace N par mg. Donc ce sera mu S fois M fois G. Donc l'élongation, toujours à l'équilibre, hein, donc c'est une élongation pour que je reste toujours à l'équilibre, je vais appeler delta L de 0 est égal à F A moins mu S M G sur la constante de raideur. Donc voilà comment déterminer l'élongation, hein, à partir de laquelle on n'a pas mouvement. Maintenant, si j'ajoute à ce delta L, je lui ajoute un petit delta L, eh bien, la force appliquée ne va plus compenser les deux forces de rappel et de frottement. À ce moment-là, on aura un mouvement. Donc, somme des forces n'est pas égal à 0, mais est égal à MA. Voilà. Le deuxième exemple que nous allons considérer, c'est deux objets en contact, l'un sur l'autre, les deux sont en contact avec le sol. Comme vous voyez ici, ensuite on va appliquer une force FA. Alors on vous demande de représenter les forces et quelle est la condition de rupture, d'accord, sur la force minimale FA qu'il faut appliquer. Alors on a deux masses, la masse M1 et la masse M2. Tout d'abord, il faut faire très attention, il faut toujours énumérer les surfaces de contact, enfin le contact. Donc on a combien de contacts? On a deux contacts. Le premier contact, c'est la masse M1 avec le sol et la masse M1 avec l'objet de masse M2. Donc faites attention, M1 a deux plans tangents de contact. Donc on va le noter, M1 a deux contacts différents. D'accord? Le premier contact, M1 sol, et vous avez M1, M2. Il faut toujours travailler comme ça. D'accord? Maintenant, je reviens à M2. M2 a un seul contact, qui est M2 avec M1. Et le fait d'écrire ça, vous avez le contact M2, M1 et vous avez le contact M1, M2. Conclusion, les forces de contact qui existent entre M1 et M2, M2 et M1 obéissent forcément au principe de l'action et de la réaction, comme nous allons voir. Donc retenez ça, il faut toujours travailler comme ça. Énumérer les contacts, ensuite, n'oubliez pas d'appliquer le principe de l'action et de la réaction. Ici, j'ai le contact M2, M1 et j'ai le contact M1, M2. Donc forcément, il y aura action et réaction, du moment que les deux forces sont de même nature. C'est des forces de contact. Alors, si je veux déterminer les forces qui s'appliquent sur M1, tout simplement, je vais choisir le centre de gravité ici. Première force que je vois, c'est FA. D'accord? Ensuite, j'ai le contact sol-objet, M1. Alors, le poids P1 est dans ce sens, qui est compensé par N1. D'accord? Et si je tire, c'est-à-dire l'objet à droite, hein, les deux masses à droite,
eh bien, il y a une force qui s'oppose au mouvement, qui est F1. D'accord? Ça, c'est pour le premier contact. Le contact M1 sol. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Le contact M1, M2. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'objet M1, il va essayer de pousser l'objet 2, la masse 2. Donc, j'ai une force de contact normale N1, 2. D'accord? Et quand vous voyez, les deux objets sont en contact. Il y a aussi la force de frottement qui s'applique à cette surface, la deuxième surface. Donc, ici, j'aurai la force F1, 2. D'accord? Conclusion. On a deux forces de contact sur l'objet M1 qui s'appliquent. Maintenant, pour le corps M2, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement le poids P2, d'accord, qui est compensé par la force normale N2. Seulement, N2, elle se trouve où? Elle est compensée par quoi? Elle est compensée par le poids P2. Maintenant, pour l'objet 2, pour la masse 2, on a le poids P2 qui est compensé par une force de contact horizontale qui est due à ce contact. Alors, c'est quel contact? C'est le contact M2, M1. D'accord? Donc ici, ce sera N2, 1. Parce que l'objet 2 se trouve sur l'objet 1. Ensuite, vous avez une force de frottement. Si vous remarquez, si je tire l'objet M1 vers la droite, eh bien l'objet 2 va se mouvoir vers la gauche. Donc, forcément, la force, le sens du mouvement est à gauche, alors la force de frottement, F2, puisqu'il est sur l'objet 1, donc ce sera F2, F2. Donc voilà les différentes forces qui s'appliquent sur l'objet 2, ou bien la masse